le son des cloches à minuit. Je suis né et j'ai grandi dans une petite et tranquille village, perdu au milieu des collines. C'était un endroit si paisible qu'on avait l'impression que le temps s'était arrêté. Les habitants étaient peu nombreux, et tout le monde se connaissait. Le village semblait figé dans une époque révolue, loin du tumulte du monde moderne. Tout était calme, du moins jusqu'à la nuit où les cloches de l'église sonnaient à minuit. Cette vieille église, dressée au sommet de la colline, dominait le village depuis des siècles. Ses pierres usées par le temps semblaient avoir des secrets enfouis, des histoires jamais racontées. On racontait aux enfants de ne jamais s'approcher de l'église après la tombée de la nuit, surtout pas à minuit. C'est l'heure des âmes perdues, disaient les anciens. Mais moi, je n'y croyais pas vraiment. Ces histoires de fantômes et de malédictions me semblaient trop irréelles, des contes pour effrayer les enfants, rien de plus. Puis, vint cette nuit. Une nuit qui a changé tout ce que je croyais savoir. C'était un soir d'hiver, et le froid mordant enveloppait le village. L'air était si glacial que chaque respiration semblait se figer devant moi. Tout le monde s'était réfugié dans la chaleur de leur maison, mais moi, je restais debout près de ma fenêtre, regardant la brume épaisse s'infiltrer entre les maisons. Il y avait quelque chose de différent ce soir-là, quelque chose dans l'air, une lourdeur presque palpable. C'est alors que je l'ai entendu. Le son des cloches. Il était exactement minuit, et le tintement résonnait dans l'air comme un cri venu de l'autre côté du monde. Le son n'était pas normal. Ce n'était pas le son familier des cloches que j'avais l'habitude d'entendre les dimanches matins. Non, c'était plus grave, plus profond, comme si les cloches elles-mêmes pleuraient. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Une partie de moi savait que je ne devais pas sortir, que je devrais rester là, en sécurité, mais une autre partie, plus sombre, me poussait à aller voir. Alors, sans réfléchir, j'ai enfilé mon manteau et me suis aventuré dehors. La nuit était oppressante. Chaque pas que je faisais dans la neige semblait résonner, comme si le sol lui-même absorbait le son. Plus je m'approchais de l'église, plus l'air devenait lourd, presque irrespirable. Et ce son, ce maudit son des cloches, il continuait, inlassable, comme un appel qui ne pouvait être ignoré. En arrivant devant l'église, je remarquai que les portes étaient entr'ouvertes, ce qui était étrange car elles étaient toujours fermées à cette heure. Le bois grinçait doucement sous l'effet du vent. Je sentais une présence, quelque chose de froid et d'ancien. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher d'avancer. L'intérieur de l'église était sombre, à peine éclairé par quelques chandelles vacillantes, laissées là par je ne sais qui. Mais ce qui a immédiatement capté mon attention, c'était cette silhouette, agenouillée devant l'autel. Elle ne bougeait pas, figée dans une posture de prière. Le silence était presque assourdissant, à l'exception du faible écho des cloches qui résonnait encore quelque part au loin. Mon souffle s'est figé dans ma poitrine. Il y avait quelque chose de profondément mauvais dans cette scène. Je ne savais pas si je devais m'approcher ou m'enfuir, mais mes jambes semblaient clouées au sol, incapables de bouger. Alors, la silhouette a commencé à bouger. Lentement, elle a tourné la tête vers moi. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas un visage humain. Non, ce visage, ses yeux. Ils étaient vides, depuis sombres et sans fond. Pas de vie, pas d'âme. Juste du néant. J'étais paralysé, incapable de détourner le regard. C'était comme si ses yeux aspiraient tout, la lumière, la chaleur, mon propre souffle. Un froid glacial a traversé tout mon corps. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Cette chose me fixait, et chaque seconde passée sous son regard me faisait sombrer un peu plus dans l'horreur. Puis, soudainement, le silence est tombé. Les cloches avaient cessé de sonner, et la silhouette s'est levée, lentement, ses mouvements presque trop fluides pour être naturels. Elle a commencé à avancer vers moi, et c'est à ce moment-là que mes jambes ont enfin répondu. J'ai reculé, trébuchant presque sur les bancs de l'église, avant de me retourner et de courir hors du bâtiment. Le froid de la nuit m'a frappé de plein fouet, mais c'était un soulagement comparé à la terreur que je venais de vivre à l'intérieur. Je courais, sans jamais regarder en arrière, avec l'impression que cette chose était juste derrière moi, que ses yeux vides étaient encore fixés sur ma nuque. Je ne m'arrêtais qu'une fois arrivé chez moi, les poumons en feu, le corps tremblant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas osé fermer les yeux, de peur de revoir ce visage, ces yeux sans fond qui me hantaient. Les jours suivants, j'ai évité l'église. J'ai tenté d'oublier ce qui s'était passé, de me convaincre que ce n'était qu'un cauchemar, une illusion née de la fatigue et du froid. Mais au fond de moi, je savais que c'était réel. Et je n'étais pas le seul à l'avoir ressenti. Les anciens du village ont commencé à parler à voix basse. Ils disaient que les cloches n'auraient jamais dû sonner à cette heure-là, que quelque chose de mauvais s'était réveillé cette nuit-là. Personne ne voulait en parler ouvertement, mais tout le monde savait. La peur flottait dans l'air, palpable, comme un voile sombre qui s'était abattu sur la communauté. Et puis,
Un jour, les cloches ont recommencé à sonner. Cette fois, je n'ai pas eu le courage de sortir. Mais je savais, au plus profond de moi, que cette chose, cette silhouette avec les yeux vides, ne m'avait pas oublié. Je ne savais pas ce qu'elle cherchait, ni pourquoi elle m'avait choisi. Mais une chose est certaine, les villages anciens, avec leurs vieilles églises et leurs cloches silencieuses, cachent des secrets qui ne devraient jamais être réveillés. Et moi, je vivrai toujours avec la peur que, la prochaine fois que les cloches sonneront à minuit, ce sera pour moi. Le cri de l'enfant inconnu. C'était une de ces nuits glaciales d'hiver, où le vent souffle si fort qu'il semble vouloir trancher la peau comme des lames invisibles. Le froid mordait mes joues, et chaque pas dans la neige produisait un bruit sourd, étouffé, comme si la terre elle-même tentait de dissimuler ma présence. La petite route qui serpentait à travers la forêt me ramenait chez moi, et à cette heure tardive, tout le village était plongé dans un silence inquiétant. Un silence si profond qu'il en devenait assourdissant. Tout semblait figé, comme si la vie elle-même avait quitté ce coin reculé du monde. Je ne savais pas pourquoi, mais une étrange sensation m'envahissait ce soir-là. Une sensation que je n'étais pas vraiment seul, même si aucune âme ne rôdait dans les environs. Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête, cherchant à se rassurer, lorsque soudain, je l'entendis. Un cri. Mais pas n'importe quel cri. C'était celui d'un enfant. Un gémissement plaintif, faible, presque couvert par les hurlements du vent. Ce n'était pas un son naturel. C'était dérangeant. Mon cœur a sauté un battement. Une vague de frissons a parcouru mon échine, non pas à cause du froid, mais à cause de cette peur soudaine, inexplicable. Pourquoi un enfant pleurerait-il dans cette obscurité glaciale, à une heure aussi tardive? Et surtout, pourquoi ici, près de la forêt, là où personne ne se rend après le coucher du soleil? Le village entier savait que la forêt n'était pas un endroit pour les âmes faibles, encore moins la nuit. Les anciens disaient qu'elle était habitée, non pas par des animaux sauvages, mais par des choses bien pires. Je me suis arrêté un instant, mon souffle formant des nuages dans l'air froid. J'aurais dû rentrer chez moi, oublier ce son, fermer ma porte à double tour et laisser l'obscurité engloutir la nuit. Mais quelque chose m'attirait. Un mélange de curiosité morbide et de devoir. Si c'était vraiment un enfant, je ne pouvais pas l'abandonner. Mes jambes, lourdes de crainte, ont commencé à se diriger vers la source du son. Chaque pas que je faisais dans la neige semblait plus lourd, comme si quelque chose essayait de me retenir, de m'empêcher d'avancer. Le vent sifflait dans mes oreilles, et pourtant, malgré la force de la tempête, le cri se faisait de plus en plus clair. Je pénétrais dans la lisière de la forêt. Les arbres, sombres et imposants, se dressaient comme des gardiens silencieux de secrets anciens. Le cri continuait, régulier, répétitif, presque hypnotique. J'avançais lentement, mes yeux cherchant désespérément la moindre trace d'un enfant. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était l'ombre des arbres qui dansaient au rythme du vent. Puis, je l'ai aperçue. Une petite silhouette, recroquevillée sur elle-même, au pied d'un grand chêne, presque dissimulée par l'obscurité. Mon cœur s'est serré. C'était bien un enfant. Il ou elle, je ne pouvais pas encore le dire, semblait si fragile, si vulnérable. Le corps tremblait sous le froid, et les pleurs étaient déchirants, remplis de détresse. « Un petit » murmurai-je en m'approchant doucement. « Tout va bien? Pourquoi es-tu ici tout seul ?» Mais aucune réponse ne vint, hormis ce gémissement continu. Mon souffle s'accélérait, non seulement à cause de l'effort, mais aussi à cause de la tension grandissante. Je m'approchais encore, lentement, essayant de ne pas l'effrayer. Mais alors, quelque chose de profondément dérangeant s'est produit. L'enfant a cessé de pleurer. D'un seul coup, comme si quelqu'un avait coupé le son. Un silence glacé a envahi la clairière. Un silence si lourd qu'il semblait absorber tout l'air autour de moi. J'étais désormais à quelques mètres de lui, et je pouvais voir que l'enfant était assis de dos, le visage enfoui dans ses bras. Mon instinct me hurlait de fuir, mais ma raison, ou peut-être ma curiosité stupide, m'a poussé à avancer encore. Quand j'étais à seulement 1 mètre de lui, l'enfant a lentement levé la tête. Un gémissement étranglé s'échappa de ma gorge. Il n'avait pas de visage. Là où il aurait dû y avoir des yeux, un nez, une bouche, il n'y avait rien. Juste une surface lisse, comme si quelqu'un avait effacé chaque trait humain de son visage. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. L'enfant, ou cette chose, s'est retourné complètement vers moi, me montrant son visage vide, une coquille sans âme. Je reculai d'un pas, trébuchant presque sur une racine. Le froid que je ressentais n'était plus seulement celui de l'hiver. C'était un froid surnaturel, un froid qui venait du plus profond de cette chose, et qui semblait vouloir m'envelopper. Soudain, l'enfant a ouvert la bouche. Ou plutôt, une ouverture s'est formée là où une bouche aurait dû être. Un cri strident, inhumain, a déchiré l'air, me glaçant jusqu'aux os.
C'était un son qui ne venait pas de ce monde, un son qui portait en lui une souffrance inimaginable, un écho des âmes perdues. Paniqué, je me suis retourné et j'ai couru. Mes jambes semblaient s'alourdir, chaque pas devenant un effort titanesque. Le cri me poursuivait, résonnant dans mes oreilles, dans ma tête, comme s'il se propageait à l'intérieur de moi. Je courais sans réfléchir, le souffle court, priant pour que cette chose ne me suive pas. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, mais quand je suis finalement arrivé à la sortie de la forêt, le village était là, paisible, comme s'il n'avait jamais été témoin de cette horreur. Mais quelque chose avait changé. Le silence, cette fois, n'était pas le silence habituel de la nuit. C'était un silence lourd, pesant, comme si la forêt elle-même me regardait. Je suis rentré chez moi, claquant la porte derrière moi, et je me suis effondré contre le mur. Mon cœur battait encore à tout rompre, et mon esprit tentait désespérément de comprendre ce qui venait de se passer. Les jours suivants, j'ai essayé d'oublier. J'ai tenté de convaincre mon esprit que tout cela n'était qu'un cauchemar, une hallucination provoquée par le froid et la fatigue. Mais chaque nuit, lorsque je fermais les yeux, je voyais ce visage. Ce vide. Et j'entendais encore ce cri. J'ai évité la forêt depuis. Mais parfois, en pleine nuit, lorsque le vent se lève et que le village retombe dans ce silence assourdissant, j'entends à nouveau ce cri. Et je sais que quelque part, dans l'obscurité, cet enfant sans visage m'attend encore. Et ce soir, alors que j'écris ces lignes, le vent hurle à l'extérieur. La femme au fond du puits. Dans mon village, perdu au milieu des collines verdoyantes et des champs silencieux, il y avait un endroit dont tout le monde parlait en chuchotant, le vieux puits. Il se trouvait à l'extrémité du village, dissimulé sous un manteau de mousse et entouré par une épaisse brume, même lors des journées les plus claires. Les anciens racontaient qu'il était là depuis des siècles, bien avant que le village ne soit fondé, et que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, y résidait. On disait qu'il ne fallait jamais s'approcher du puits à la tombée de la nuit, et encore moins regarder à l'intérieur. Les enfants du village, tout comme moi, avaient grandi avec cette mise en garde, répétée inlassablement par nos parents. C'était une règle simple, mais le poids du mystère la rendait insupportable. Plus on nous disait de ne pas le faire, plus la curiosité me rongeait. Je n'étais plus un enfant. À 16 ans, je ne croyais plus à ces contes destinés à nous effrayer. C'était un vieux puits abandonné, rien de plus. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Une nuit, alors que la lune pleine baignait le village d'une lumière argentée, je me retrouvais seul près du puits. L'atmosphère était pesante, presque étouffante, et pourtant le silence de la nuit semblait m'attirer irrésistiblement vers cet endroit interdit. Le souffle du vent semblait murmurer mon nom, comme une invitation silencieuse. Je m'arrêtai devant le puits, la brume tourbillonnant à ses pieds. L'air était glacial, mais une sueur froide perlait sur mon front. Le puits paraissait plus sombre qu'à l'accoutumée, comme si le noir à l'intérieur absorbait toute la lumière environnante. Ma respiration s'accéléra. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Pourquoi ne pouvais-je pas simplement faire demi-tour? Mais c'était trop tard. La curiosité, ce monstre qui se cache au plus profond de notre esprit, m'avait déjà enchaîné. Je me penchai lentement au-dessus du rebord, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je me forçai à regarder dans l'obscurité béante. Au début, il n'y avait rien d'autre que des ténèbres insondables, un vide qui semblait ne pas avoir de fin. Je sentais le vertige me gagner, comme si ce gouffre voulait m'aspirer. Et puis, je l'ai vu. D'abord, c'était à peine un mouvement, un frémissement dans l'ombre. Mes yeux, grands ouverts, peinaient à discerner la forme. Mais peu à peu, une silhouette se dessina dans l'obscurité. Une femme, debout au fond du puits. Elle était pâle, terriblement pâle, presque translucide sous la faible lumière de la lune. Ses cheveux longs et mouillés collaient à son visage, dissimulant en partie ses traits. Mais ce qui m'a paralysé, c'était son sourire. Ce sourire glacé, tordu, qui ne reflétait aucune joie. Un sourire qui ne ressemblait pas à celui d'un être humain, mais à celui d'un prédateur, patient, prêt à bondir. Je voulus me redresser, fuir, mais mes jambes refusèrent de bouger. Mon regard était fixé sur elle, comme si quelque chose d'invisible me forçait à la regarder. Ses bras, blancs comme des os, commencèrent lentement à s'élever vers moi, ses doigts s'étirant comme s'ils voulaient m'attraper. Ses mouvements étaient étrangement lents, presque hypnotiques, mais pleins d'une menace latente. Soudain, un rire éclata. Pas un rire joyeux, non. C'était un rire sourd, étouffé, rempli de douleur et de malice. Ce son résonnait dans ma tête, s'amplifiant à mesure que les secondes s'écoulaient. C'était elle. Elle riait. Et ce rire s'enfonçait dans mon esprit comme une lame froide. Avec un effort désespéré, je parvins à arracher mon regard du puits et à reculer précipitamment. Je trébuchai, tombé à genoux, mais je n'osais pas me retourner pour voir si elle me suivait.
Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. J'avais envie de hurler, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Je me relevai tant bien que mal et courus. Je courus sans me retourner, sans m'arrêter, jusqu'à atteindre ma maison. Une fois à l'intérieur, je fermai toutes les portes à clé et m'effondrai sur le sol, le souffle court, les larmes aux yeux. Mais ce n'était pas fini. Depuis cette nuit, quelque chose a changé. Chaque fois que je passe près du puits ou même de jour, j'entends ce rire. D'abord faible, presque inaudible, mais il devient de plus en plus fort à mesure que je m'en éloigne. Je sais qu'elle est là, qu'elle m'attend. Les nuits sont devenues insupportables. À chaque fois que le sommeil me prend, je rêve d'elle. Je me retrouve toujours devant ce puits, incapable de bouger, tandis que ses bras s'étendent vers moi. Et ce rire ne me quitte jamais. Je me réveille en sueur, le cœur battant, persuadé que la femme est juste là, dans l'ombre, me regardant. Je ne peux en parler à personne. Qui me croirait? On dirait un conte pour enfants, une histoire destinée à effrayer les esprits trop curieux. Mais je sais ce que j'ai vu, et ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas une hallucination, ce n'était pas un rêve. Elle est réelle. Elle vit dans ce puits. Et elle veut sortir. J'ai pensé à quitter le village, à m'éloigner de cet endroit maudit. Mais au fond de moi, je sais que cela ne servirait à rien. Ce puits, cette femme, ils sont en moi maintenant. Je les porte avec moi, où que j'aille. Ses yeux, bien qu'invisibles, sont constamment fixés sur moi. Son rire résonne dans chaque silence, comme une promesse macabre. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si je ne m'étais pas enfui ce soir-là. Que se serait-il passé si je l'avais laissé m'atteindre? Peut-être qu'elle m'aurait emporté au fond du puits, avec elle. Peut-être que cela aurait été plus simple que de vivre avec cette peur constante. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Je suis prisonnier de cette terreur. La femme du puits ne me laisse plus en paix, et je sais, au plus profond de moi, qu'elle finira par m'attraper. Alors, si vous passez un jour par mon village et que vous voyez ce vieux puits recouvert de mousse, faites demi-tour. Ne vous approchez jamais. Ne faites pas la même erreur que moi, car une fois que vous l'avez vue, elle ne vous lâche plus. Elle attend, là-bas, dans les profondeurs du puits. Et elle sourit. La maison de pierre. À la lisière de notre village, il y avait cette maison. Une vieille bâtisse de pierre, noire et rongée par les années, que personne n'osait approcher. Elle se tenait là, comme un spectre oublié, à moitié dissimulé par les arbres tordus et les ronces envahissantes. Les anciens disaient que ceux qui entraient dans la maison n'en ressortaient jamais les mêmes. Mais moi, je n'y croyais pas. Du moins, pas encore. Ce fut par une nuit sans lune que j'ai décidé de m'y aventurer. Le ciel était noir, sans une étoile pour briller, et le vent sifflait à travers les arbres comme une plainte lointaine. Mes amis avaient toujours refusé de m'accompagner, mais cette nuit-là, j'étais seul et je me sentais invincible, poussé par cette envie stupide de braver l'interdit. La maison de pierre semblait m'appeler, avec ses murs effondrés et son toit à moitié arraché. Alors que je m'approchais, le silence se fit total, comme si même la nature retenait son souffle. Il y avait quelque chose de lourd dans l'air, une pression invisible qui pesait sur mes épaules, me faisant hésiter à chaque pas. Mais je continuais, le cœur battant, déterminé à prouver que toutes ces histoires n'étaient que des légendes inventées pour effrayer les enfants. En arrivant devant la porte, j'eus un moment d'hésitation. La poignée de fer, froide comme la mort, me glaça la main. Je pris une profonde inspiration et, avec un effort, je poussai la porte qui s'ouvrit dans un grincement terrifiant. L'intérieur de la maison était exactement ce à quoi je m'attendais, poussiéreux, sombre et délabré. Les murs, faits de grosses pierres irrégulières, suintaient l'humidité et l'abandon. Au début, tout semblait normal. Une simple maison abandonnée, figée dans le temps, avec des meubles anciens renversés et des toiles d'araignée accrochées à chaque recoin. Mais très vite, quelque chose changea. Je ressentis d'abord une légère vibration sous mes pieds, comme si le sol lui-même pulsait. Puis, un son. Un murmure. Un chuchotement lointain, à peine audible, mais assez pour me faire tendre l'oreille. J'avais l'impression que la maison me parlait. Je me disais que ce n'était que le vent, que mon esprit me jouait des tours, mais plus j'avançais, plus ces murmures devenaient clairs. Ils semblaient sortir des murs, de chaque pierre. Des mots incompréhensibles, mais imprégnés d'une menace sourde, d'une ancienne colère. Mon souffle devint court, et mon instinct me criait de faire demi-tour. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Je devais aller jusqu'au bout. Je gravis lentement l'escalier de bois vermoulu qui menait à l'étage supérieur. Chaque marche craquait sous mon poids, résonnant dans la maison vide comme un avertissement. À mesure que je montais, une étrange chaleur envahit l'air, comme si la maison respirait, comme si elle avait une vie propre. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, et une sueur froide commençait à couler dans mon dos.
Lorsque j'atteignis le sommet de l'escalier, je me retrouvai face à une porte fermée. Elle était différente des autres. En bois massif, elle semblait presque neuve, intacte, comme si elle n'avait pas vieilli avec le reste de la maison. Une odeur âcre se dégageait de derrière, une odeur de pourriture, de moisissure, et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. Je tendis la main pour tourner la poignée, mais au moment où mes doigts l'effleurèrent, un frisson glacé parcourut mon corps. Quelque chose n'allait pas. Mon instinct, celui que j'avais ignoré toute la soirée, se mit à hurler. Ne l'ouvre pas. Je fis un pas en arrière, et c'est à ce moment que je compris que la maison ne me laisserait pas partir. Le sol sous mes pieds se mit à vibrer de plus en plus fort. Les murs, que je pensais solides, commencèrent à se déformer, comme s'ils étaient faits de chair plutôt que de pierre. Les murmures se transformèrent en cris, des voix désespérées qui semblaient vouloir m'avertir de quelque chose. Je fis volte-face et descendis précipitamment les escaliers. Mais le sol s'enfonçait sous mes pieds, comme si la maison tentait de m'engloutir. Chaque pas me demandait un effort immense, comme si j'étais aspiré par une force invisible. J'entendis alors un bruit derrière moi, un bruit de pas lourd, traînant. Quelque chose descendait l'escalier à ma suite. Je n'osais pas me retourner, mais je pouvais sentir une présence, froide et oppressante, qui me suivait de près. Mon corps tout entier tremblait, et mon souffle se faisait de plus en plus court. J'atteignis enfin la porte d'entrée et la poussai de toutes mes forces, mais elle refusait de bouger. C'était comme si la maison elle-même la retenait, refusant de me laisser partir. Paniqué, je frappai contre la porte, je tirai sur la poignée, mais rien n'y faisait. Derrière moi, les pas se rapprochaient, de plus en plus lents, de plus en plus lourds. Des larmes coulaient le long de mes joues, mes mains étaient moites de sueur et de terreur. J'étais piégé. La maison m'avait pris au piège. Et puis, dans un dernier élan de désespoir, je fermai les yeux et poussai un cri. Un cri qui ne résonnait pas seulement dans mes oreilles, mais qui semblait émaner de chaque fibre de mon être. Soudain, un déclic. La porte céda, et je m'effondrai à l'extérieur, sur le sol froid et dur de la cour. Je me relevai tant bien que mal, le corps tremblant, et courus sans me retourner. Le village était endormi, paisible, ignorant le cauchemar que je venais de vivre. Je ne m'arrêtai qu'une fois arrivé chez moi, mes jambes ne me portant plus. Depuis cette nuit, la maison de pierre hante mes rêves. Chaque nuit, je me retrouve à nouveau dans ses entrailles, piégé, incapable de sortir. Je sens encore les murs qui respirent, les cris qui résonnent dans mes oreilles. Et à chaque réveil, je sais qu'elle m'attend, là-bas, au bord du village. La maison de pierre. Celle que personne n'ose approcher. Celle qui, une fois qu'elle vous a attiré, ne vous laisse plus jamais partir. Et parfois, au milieu de la nuit, lorsque tout est silencieux, je crois entendre à nouveau ces murmures. Des chuchotements venant de loin, de cette maison maudite, qui semblent me rappeler à elle. Je sais que je ne pourrai pas y échapper éternellement. L'étrange dans la brume. Je me souviens de ces matins d'automne dans notre village, où la brume recouvrait tout comme une couverture épaisse et moite. C'était une brume si dense qu'elle semblait avoir une vie propre, ondulant doucement comme une mer paisible. Mais ce que je prenais pour une mer tranquille se révéla être un abîme insondable. C'était à l'aube d'une journée particulièrement grise que j'aperçus la première fois l'étrange présence. J'étais en route pour la boulangerie, mes pas résonnant dans le silence brumeux, lorsque je le vis. Une silhouette étrange se tenait là, juste à la lisière de la brume, immobile et silencieuse. Au début, je pensais que c'était un mirage, une illusion causée par la brume et la fatigue, mais lorsque je clignais des yeux, la silhouette était toujours là, inébranlable. C'était un homme, ou du moins il avait l'apparence d'un homme. Sa stature était imposante, ses vêtements semblaient démodés, presque antiques. Mais c'étaient ses yeux qui m'effrayèrent le plus. 2 points d'incandescence, comme des braises ardentes dans la nuit, qui semblaient brûler un chemin droit jusqu'à mon âme. Je ressentais une pression invisible sur ma poitrine, une pesanteur qui me coupait le souffle. Je rentrais chez moi en vitesse, perturbé, mais j'essayais de rationaliser ce que j'avais vu. Peut-être était-ce quelqu'un du village qui se tenait là pour une raison quelconque. Mais lorsque je questionnais les autres villageois, ils ne savaient rien de cet étranger mystérieux. Ils me regardaient avec des yeux vides, comme s'ils ignoraient de quoi je parlais. C'est probablement juste un habitant de passage, me disaient-ils. Mais je savais, au fond de moi, qu'il y avait quelque chose de profondément troublant à propos de cette présence. Les jours passèrent et la brume continua de nous envelopper chaque matin. Et chaque nuit, je voyais la silhouette s'approcher de plus en plus près. Elle se déplaçait lentement, mais jamais elle ne quittait le brouillard. Le silence autour d'elle était presque palpable, un silence oppressant qui semblait absorber toute la lumière et le son. J'essayais d'éviter de sortir la nuit, mais cela était devenu impossible.
Les ombres de la brume semblaient m'attirer dehors, comme des doigts invisibles tentant de me saisir. La silhouette était toujours là, quelque part dans la brume, surveillant chacun de mes mouvements avec une attention glaciale. Une nuit, la brume devint particulièrement épaisse. On aurait dit que tout le village était devenu un vaste néant blanc. J'avais fermé toutes les fenêtres et vérifié la porte à plusieurs reprises, mais l'angoisse persistait. Mon esprit était agité, et je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Alors que je me tenais près de la fenêtre, scrutant le monde fantomatique à l'extérieur, je vis la silhouette se dessiner plus nettement que jamais. Il était là, juste devant ma maison, ses yeux flamboyants comme des charbons ardents. Je pouvais sentir son regard perçant à travers les murs, comme s'il cherchait à pénétrer mon esprit. La sensation était si intense que je me sentais dépossédé de ma propre volonté. Je pouvais presque entendre son souffle, lourd et saccadé, comme le murmure de quelque chose d'ancien et d'innommable. Je ne savais pas combien de temps cela dura, mais je finis par craquer sous la pression. Je pris un courage désespéré et sortis dehors pour confronter ce mystère. Mes pas s'enfonçaient dans la brume, chaque mouvement me semblait être un effort titanesque. Plus je me rapprochais, plus la brume semblait se resserrer autour de moi, comme un piège invisible. Enfin, je me trouvais face à la silhouette. Elle était là, tout près. Ses yeux brûlants, étaient maintenant fixés sur moi avec une intensité terrifiante. Je pouvais voir des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. Ses vêtements étaient usés, presque déchirés, et son visage était pâle, dénué de vie, comme un masque funéraire. Et c'est alors que je compris, il n'avait pas de visage, juste une surface lisse, presque irréelle, comme un spectre sans traits. Soudain, la brume commença à se dissiper lentement. La silhouette recula, se fondant dans le néant qui l'entourait. Mon cœur battait la chamade, mes jambes tremblaient. Avant de disparaître complètement, elle me lança un dernier regard, un regard qui semblait promettre que cette rencontre n'était pas une fin, mais un commencement. Lorsque la brume se dissipa enfin, l'homme mystérieux avait disparu. Mais quelque chose en moi avait changé à jamais. Depuis cette nuit, il est toujours là, quelque part, dans les coins les plus sombres de ma conscience. Même lorsque les journées sont claires et ensoleillées, je sens sa présence. Ses yeux ardents me hantent, et je sais qu'il attend, silencieux, observant, prêt à réapparaître quand je m'y attends le moins. La brume ne cache plus seulement le monde extérieur, elle cache aussi les secrets les plus profonds de notre existence. L'étrange dans la brume n'est pas simplement une apparition, mais un rappel constant que certaines choses ne doivent jamais être confrontées, que certains mystères sont mieux laissés dans l'obscurité. Et tant que la brume persiste, je sais qu'il attendra, patiemment, dans le silence étouffant de l'inconnu. Alors, à chaque fois que la brume descend sur le village, je me souviens. Je me souviens de l'étrange regard, de l'ombre qui m'observait, et du sentiment glacé que je ne pourrais jamais vraiment échapper à ce que j'ai vu. La chanson de la femme solitaire. Il y a des nuits où la mélancolie semble se fondre avec la brume, où chaque note d'un air désespéré est portée par le vent. C'était ce genre de nuit lorsque je suis tombé sur une légende que les anciens du village avaient murmurée, des histoires de voix fantomatiques pleines de chagrin et de désespoir. On disait que chaque soir, une mélodie douce flottait dans l'air, venue de la fin du village, et que c'était la voix d'une femme attendant un mari perdu à jamais dans les affres de la guerre. La première fois que j'entendis la chanson, elle était si légère, si éthérée, qu'elle semblait presque enchanteresse. Les notes flottaient dans l'air comme des papillons, tourbillonnant doucement autour de moi, me remplissant d'une tristesse inexplicable. Le chant était empreint d'une douleur pure, une lamentation si poignante que même le silence semblait se briser sous son poids. Mes amis et moi en parlions souvent, nous nous moquions de la légende, mais au fond de moi, je ressentais une curiosité inextinguible, un désir ardent de découvrir la source de cette mélodie qui hantait nos nuits. Un soir, je décidai de suivre le chant. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles qui brillaient comme des diamants dans une mer d'encre noire. La lune était haute, baignait le village d'une lumière argentée, et chaque pas que je faisais semblait résonner avec une intensité croissante. La mélodie guidait mes pas comme un phare dans une mer brumeuse, chaque note se transformant en une boussole, me conduisant plus loin dans l'obscurité. Je me dirigeais vers la fin du village, où les maisons devenaient de plus en plus éparses, abandonnées presque. Les ombres dansaient autour de moi, projetées par les arbres dénudés qui semblaient s'étirer comme des doigts osseux vers le ciel. Plus je m'approchais, plus le chant devenait pénétrant, enveloppant tout ce que je voyais. La douceur de la mélodie se transformait en quelque chose de presque tangible, une présence qui semblait s'accrocher à mon âme. Finalement, j'arrivais à un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Une clairière se dévoilait devant moi, éclairée par la lumière lunaire. Au centre de cette clairière, se tenait une silhouette. C'était une femme, mais pas comme vous l'imaginez. Elle était squelettique,
ses membres maigres se tordant sous ses vêtements usés et déchirés. Sa peau était translucide, presque éthérée, et ses yeux étaient des abysses vides, sans lumière, sans vie. La mélodie cessait lorsque je fis mon apparition. Un silence lourd se déploya autour de nous, presque palpable. La femme me regarda, et son sourire, malgré la douceur apparente, était terrifiant. C'était un sourire qui n'était pas humain, un sourire qui semblait contenir la promesse de l'éternité et du désespoir. Ses lèvres se déplièrent dans un rictus qui marqua profondément ma mémoire. Je me sentis paralysé par la peur, mes jambes refusant de bouger alors que ses yeux vides semblaient percer ma poitrine. Le chant ne cessait de résonner dans ma tête, même lorsque le bruit de mes pas fuyant à travers la forêt couvrit les notes douloureuses. Je courus, le cœur battant à tout rompre, trébuchant sur les racines et les pierres, incapable de croire ce que j'avais vu. Les arbres semblaient se refermer autour de moi, comme des spectres cherchant à me retenir. Le retour à la maison fut un cauchemar éveillé. La mélodie continuait de flotter dans mon esprit, une étreinte invisible qui me serrait la poitrine. Chaque nuit depuis, le chant revient à moi. Il est comme un écho de ce que j'ai vu, un souvenir cruel qui se manifeste dans le silence de la nuit. J'entends les notes, même quand il n'y a pas de musique, une symphonie lugubre qui m'accompagne dans l'obscurité. Les villageois prétendent que le chant est le souvenir d'une âme tourmentée, une femme condamnée à attendre éternellement son mari. Mais je sais maintenant que ce n'est pas simplement une légende. C'est une présence qui ne part jamais, un chagrin éternel ancré dans la brume et la nuit. Chaque fois que je m'endormirai, chaque fois que je fermerai les yeux, la mélodie me rappellera que certains chagrins ne sont jamais apaisés, que certaines histoires sont trop profondes pour être oubliées. Et la femme solitaire continue de chanter dans la clairière, son chant portant le poids d'une éternité de désespoir. Je ne peux pas échapper à la mélodie, ni au souvenir de cette nuit où je fis la rencontre avec une âme perdue, une ombre qui chante pour toujours sous la lune, attendant toujours que quelqu'un vienne l'écouter. Ainsi, si jamais vous entendez une mélodie douce et mélancolique dans le vent, souvenez-vous que certaines chansons ne sont pas faites pour être entendues. Elles sont des appels d'outre-tombe, des plaintes de ceux qui attendent sans fin, et elles portent en elles la tristesse d'un amour perdu et d'une promesse rompue. Les esprits dans la grange. Le vieux village que j'appelle chez moi est parsemé de légendes. L'une des plus effrayantes concerne le vieux grenier perché sur la colline. Les habitants évitent cet endroit avec une crainte palpable. Ils murmurent à propos des voix étranges et des murmures que l'on entend là-bas, des échos qui, disent-ils, peuvent vous entraîner dans la folie. Pour moi, c'était une légende que je devais vérifier de mes propres yeux. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Le vent soufflait avec une intensité que je n'avais jamais ressentie, hurlant à travers les arbres dénudés comme une créature en détresse. La lune était haute, ses rayons argentés perçant à peine les nuages menaçants. J'avais décidé d'aller au grenier malgré les avertissements, armé de ma seule curiosité et d'une lampe torche. L'ascension jusqu'à la colline était plus difficile que prévu. Le sol était glissant, et chaque pas semblait s'enfoncer dans la boue glaciale. Mon cœur battait la chamade, une anticipation nerveuse grandissant avec chaque minute. Les maisons du village, maintenant loin derrière moi, semblaient des silhouettes fantomatiques à travers le brouillard. Le silence pesant qui régnait ajoutait à l'atmosphère lugubre. Enfin arrivé au sommet, le vieux grenier se dressait devant moi comme une carcasse décharnée, ses murs en bois rongés par le temps et la météo. La porte grinçait sinistrement alors que je la poussais doucement. Un souffle glacé m'accueillit, comme si l'air lui-même se rebellait contre ma présence. L'intérieur était baigné dans une obscurité presque tangible, seulement troublée par la lumière vacillante de ma torche. Les murs du grenier semblaient se rapprocher de moi, comme si le bâtiment respirait lentement, exhalant des soupirs de bois creux et des craquements inquiétants. Je me déplaçais avec prudence, mes pas résonnant dans l'espace vaste mais étriqué. Il n'y avait pas de vent, pourtant les planches sous mes pieds continuaient de grincer et de craquer. Mon souffle se mélangeait à la poussière flottante, créant des nuages fantomatiques qui dansaient dans la lumière de ma torche. C'est alors que les murmures commencèrent. Ils étaient faibles au début, presque imperceptibles, mais ils se renforçaient lentement, se tordant en une cacophonie inquiétante. Les voix semblaient surgir de partout et de nulle part, leur chuchotement se mêlant à une sorte de ricanement bas, déchirant le silence avec une intensité croissante. Je pouvais entendre mon nom, murmuré et répété, mélangé avec des paroles incompréhensibles qui glissaient sur le bord de ma conscience. La peur me serra le cœur comme une pince de fer froid. Je tentais de tourner les talons pour sortir, mais la porte était maintenant solidement fermée, comme scellée par une force invisible. Les murs semblaient se rapprocher, et les voix devenaient plus fortes, plus insistantes. Elles formaient une mélodie macabre qui se frayait un chemin dans mon esprit, chaque chuchotement semblant tirer sur les fils de ma raison. Je sentais des présences invisibles frôler ma peau,
comme des mains spectrales effleurant mes bras et mon cou. Une terreur primale s'empara de moi, et je me mis à courir dans le grenier, cherchant désespérément une issue. Les voix s'intensifièrent en un cri de désespoir collectif, et le sol semblait se dérober sous mes pieds, comme si le grenier voulait m'engloutir dans son néant. Finalement, la porte céda sous mes coups frénétiques. Je me précipitai à l'extérieur, ma lampe torche tombant de ma main tremblante et se brisant en éclats. Je dévalai la colline comme un homme possédé, ma respiration haletante se mélangeant au bruit étouffé de la forêt. Le vent hurlait dans mes oreilles, mais il ne pouvait étouffer les cris persistants qui résonnaient encore dans ma tête. Lorsque je retournai au village, il était tard. Mes voisins me regardaient avec des yeux remplis d'inquiétude et de curiosité. Je ne leur dis rien, mais je savais que ce que j'avais vécu était au-delà de toute explication rationnelle. Les murmures, les cris et cette présence invisible, tout cela était gravé dans mon esprit comme une empreinte indélébile. Depuis cette nuit-là, je ne suis plus le même. Les esprits du grenier semblent avoir laissé une marque sur moi, une marque que rien ne peut effacer. Les murmures persistent, non seulement dans les nuits silencieuses mais aussi dans le chaos de la journée. Ils résonnent à travers chaque silence, chaque ombre, chaque recoin de ma conscience. Je n'ose plus m'aventurer près de la colline. Le grenier, avec ses murs grinçants et ses voix déchirantes, reste un lieu interdit pour moi. Mais même lorsque je ferme les yeux, je peux encore sentir les présences invisibles, entendre les murmures qui se fondent dans le noir. Ils veulent plus que ma peur. Ils veulent quelque chose que je ne peux pas comprendre, quelque chose qui continue de me hanter à chaque instant de ma vie. La disparition sur la colline. Quand je repense à mon enfance, un souvenir revient toujours me hanter. C'était l'une des légendes les plus terrifiantes du village, la disparition mystérieuse de plusieurs jeunes, qui s'était produite sur la colline derrière notre maison. Nous étions tous si jeunes, si naïfs. Mais cette histoire a marqué nos vies d'une manière que je ne pourrai jamais oublier. Je me rappelle le soir où un groupe d'amis, en quête de sensations fortes, décida de gravir la colline pendant la nuit. Les étoiles brillaient dans un ciel clair, et une brise légère soufflait, rendant l'air presque magique. Nous étions excités, comme si nous étions prêts à découvrir un secret caché depuis trop longtemps. Mais personne n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Nous avons grimpé la colline, ignorant les avertissements des anciens. L'excitation nous avait aveuglés. Nous avons ri, plaisanté, et même tenté de défier les ombres qui semblaient danser parmi les arbres. Lorsque nous sommes arrivés au sommet, un silence étrange nous a enveloppés. Les étoiles, qui semblaient autrefois si brillantes, semblaient maintenant observer d'un regard distant et inexpressif. Soudain, un cri strident déchira la nuit. Nous avons tourné la tête pour voir l'un de nos amis, Jacques, se précipiter vers nous, couvert de coupures et de contusions. Ses yeux étaient écarquillés, et il semblait comme perdu dans un cauchemar éveillé. Il ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé sur la colline, mais il était évident qu'il avait vécu quelque chose d'horrible. Les autres ont tenté de le calmer, mais Jacques était hystérique. Les minutes passèrent comme des heures, et finalement, nous avons décidé de rentrer au village. Nous avons laissé la colline derrière nous, mais les cicatrices et les secrets que nous avions découverts cette nuit-là ne sont jamais partis. Des années ont passé depuis cette nuit fatidique, et l'histoire est devenue une légende parmi d'autres. Mais quelque chose m'a poussé à retourner sur cette colline, une curiosité irrépressible qui m'a tourmenté au fil des ans. Je voulais comprendre ce qui avait pris mon ami, ce qui avait changé sa vie à jamais. Et c'est ainsi que, par une nuit sombre et brumeuse, je me suis retrouvé à gravir cette colline maudite. L'air était encore plus lourd que je ne l'avais imaginé. Chaque pas que je faisais semblait résonner plus fort, comme un écho sinistre provenant du passé. Les arbres semblaient se pencher vers moi, leurs branches comme des doigts décharnés essayant de me retenir. La brume se levait lentement, enveloppant tout dans une étreinte glaciale et palpable. À mesure que je montais, la sensation d'être observé se faisait de plus en plus intense. Je n'étais pas seul. J'avais cette impression désagréable que des yeux invisibles suivaient chacun de mes mouvements. Mon cœur battait à tout rompre, et la peur m'étreignait comme une main froide sur mon âme. En arrivant au sommet, la scène qui se déroulait devant moi était tout simplement terrifiante. La brume s'était épaissie, et les ombres semblaient se mouvoir de manière déformée. Des formes humaines, mais tordues et déformées, apparaissaient dans la brume. Elles se déplaçaient lentement, leurs mouvements à peine perceptibles, comme si elles glissaient sur le sol. Leurs contours étaient flous, leurs visages impossibles à distinguer, mais la présence qu'elles dégageaient était indéniablement hostile. La panique m'envahit. J'étais paralysé par la terreur alors que les ombres se rapprochaient, leurs mouvements de plus en plus définis. Je pouvais sentir une présence oppressive, comme si la colline elle-même voulait me dévorer. La brume se resserrait autour de moi, rendant l'air presque irrespirable. Je me mis à courir,
essayant d'échapper à ces formes menaçantes qui se rapprochaient toujours plus. Mon souffle était court, et mes jambes semblaient lourdes comme des plombs. Les ombres poursuivaient ma fuite, leurs murmures indistincts se mêlant au bruit de mes pas précipités. Le sol semblait se dérober sous moi, comme si la colline voulait me faire tomber dans un abîme sans fond. Je suis redescendu aussi vite que possible, la colline dévalant sous moi dans un tourbillon d'angoisse. Chaque branche, chaque pierre semblait se liguer contre moi, et je me sentais traqué par quelque chose d'inexprimable, quelque chose d'ancien et de malveillant. Depuis cette nuit, je vis avec une peur constante, une présence invisible qui m'accompagne même lorsque le soleil brille. Je n'ai jamais raconté cette expérience à personne, par crainte de passer pour fou, mais je sais que ce que j'ai vu et ressenti cette nuit-là est bien réel. Les ombres de la colline continuent de me hanter, et je suis persuadé qu'elles attendent patiemment, prêtes à revenir pour finir ce qu'elles ont commencé. La colline reste un lieu interdit pour moi, et le simple fait d'y penser suffit à faire monter la sueur sur mon front. Les légendes ont leurs racines dans la réalité, et celle-ci, je la porte en moi comme une marque indélébile. Les ombres que j'ai vues cette nuit-là sont une partie de moi maintenant, et je sais qu'un jour, elles reviendront pour réclamer leur dû. Jusqu'à ce jour, je vis avec la certitude que la colline n'a pas encore fini son œuvre. Le vieux du cimetière. Je me souviens encore de cette nuit comme si c'était hier, même si tant d'années ont passé. La petite ville où j'ai grandi était paisible, presque trop paisible. À l'entrée de la ville se trouvait un petit cimetière, négligé et envahi par la végétation, où personne n'osait vraiment mettre les pieds après la tombée de la nuit. Les anciens disaient qu'un vieux homme errait encore là-bas, cherchant quelque chose qu'il ne trouverait jamais. Je n'avais jamais vraiment cru à ces histoires, jusqu'à ce que je le rencontre moi-même. C'était une nuit sans lune, où le noir semblait plus profond que jamais, et le vent soufflait d'une manière presque mélancolique. Je rentrais chez moi après une longue journée, prenant un chemin qui me passait juste à côté du cimetière. L'atmosphère était chargée d'une tranquillité étrange, comme si le monde entier se retenait de respirer. C'était cette sorte de calme qui précède quelque chose de terrible. Le cimetière était enveloppé d'un silence pesant, mais quelque chose dans l'air semblait différent cette nuit-là. Un frisson d'inquiétude me parcourut l'échine. Je décidai d'accélérer le pas, mais alors un bruit sourd et déconcertant me fit arrêter net. Ce bruit était celui de quelqu'un qui creusait la terre avec des mains nues. Mon cœur s'accéléra alors que je me tournai lentement vers la source du bruit. Une silhouette sombre se profilait à la lueur des étoiles défaillantes, courbée sur une tombe oubliée. Je m'approchai avec précaution, mais pas à peine audible sur le sol froid. La silhouette était un vieil homme, dont le visage était obscurci par l'ombre des arbres. Ses mains, couvertes de terre, semblaient trembler légèrement alors qu'il creusait avec une détermination fiévreuse. Il murmurait des paroles incompréhensibles, une sorte de chant lugubre qui n'avait ni rime ni raison. La terre autour de lui était entassée en un désordre sinistre, comme si une partie du cimetière avait été dérangée par une force invisible. Mon instinct me criait de fuir, mais une curiosité morbide me clouait sur place. L'homme continuait son travail, ses mouvements frénétiques rendant l'atmosphère encore plus oppressante. C'était comme si le cimetière lui-même était un lieu de désespoir, et cet homme était une partie intégrante de cette tristesse éternelle. Soudain, l'homme s'immobilisa. Il se redressa lentement, les yeux rivés sur moi. Je vis ses yeux pour la première fois. Ils étaient vides, sans âme, des puits d'obscurité qui semblaient aspirer toute lumière autour d'eux. Ce regard était un abîme sans fin, une sorte de trou noir qui avalait toute l'humanité et laissait place à un vide glacé. Je fus saisi par une terreur glaciale, comme si la présence de cet homme m'enfermait dans une prison invisible. Il se tourna entièrement vers moi, et dans ses yeux, je ne vis que le reflet de la mort. Un sourire déformé et sinistre se dessina sur ses lèvres creuses. Il n'y avait rien d'humain dans ce sourire, seulement une série de lignes et de rides qui semblaient creuser encore plus profondément l'ombre qui se trouvait derrière ses yeux. C'était le sourire d'un être qui avait perdu tout espoir, tout désir, tout sens de la réalité. Je fis volte-face et courus à toute vitesse, mes jambes me portant comme si elles étaient mues par une force surnaturelle. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Je ne me retournai pas, bien que je sentisse le poids de cette présence derrière moi, comme une ombre persistante qui se glissait dans mon sillage. Je rentrai chez moi tremblant, incapable de dormir. Le bruit de la terre creusée résonnait encore dans mon esprit, un écho lugubre que je ne pouvais pas effacer. Depuis cette nuit, chaque fois que le vent souffle à travers les arbres, je peux entendre ce bruit distinctif, le grattement constant de quelqu'un qui cherche désespérément quelque chose dans la terre du cimetière. Il est là, attendant éternellement, ne trouvant jamais ce qu'il cherche, mais poursuivant sa quête sans fin. Je n'ai jamais osé retourner près du cimetière, et je n'en parle à personne. Ce vieil homme, avec son regard vide et son sourire terrifiant,
est devenue une partie de mon cauchemar quotidien. Et chaque fois que je ferme les yeux, je peux encore voir la silhouette décharnée se pencher vers moi, creusant toujours, dans une quête désespérée que personne ne peut comprendre. Il est là, toujours là, et je sais qu'un jour, il pourrait me trouver à nouveau. Le silence du moulin. Il y a des lieux que l'on évite parce qu'ils portent en eux une histoire si noire qu'elle semble capable de s'étendre et de nous engloutir. Le vieux moulin de notre village était l'un de ces lieux. Abandonné depuis des années, il était devenu une coquille vide, un témoin silencieux du passé. Les histoires qui circulaient à son sujet étaient aussi anciennes que les pierres qui le composaient. Des histoires de créatures étranges, de bruits inexplicables et d'ombres mouvantes. Enfant, j'écoutais ces récits avec un mélange de fascination et de scepticisme. Je n'avais jamais cru aux contes de fées macabres que les anciens racontaient, pensant qu'ils n'étaient que des récits pour effrayer les jeunes générations. Mais tout cela changea lors d'une nuit fatidique. Je devais avoir 15 ans lorsque je me lançai un défi insensé, passer une nuit entière dans le vieux moulin. C'était une sorte de rite de passage parmi les adolescents du village, une épreuve pour prouver son courage. Je ne croyais pas vraiment aux histoires, mais l'idée de me prouver à moi-même que je n'avais pas peur était trop séduisante. Et ainsi, armé seulement d'une lampe de poche et d'un courage farouche, je pénétrai dans le moulin. À première vue, le moulin semblait comme je l'avais laissé des années auparavant, poussiéreux, silencieux, et plongé dans une obscurité presque palpable. L'intérieur était envahi par des toiles d'araignées, et les murs semblaient retenir les échos d'un passé oublié. Le silence était si profond qu'il résonnait dans mes oreilles, un silence qui semblait presque respirer. Le sol, creux sous mes pieds, émettait des craquements réguliers, des sons que je préférais ignorer. Je m'installai dans un coin sombre, me préparant à passer la nuit en écoutant le léger murmure de la brise qui s'infiltrait à travers les fissures. Mais la tranquillité qui régnait dans le moulin était trompeuse. Peu après le coucher du soleil, des bruits étranges commencèrent à se faire entendre. D'abord, ce n'étaient que des sons lointains, comme des chuchotements ou des éclats de rire étouffés. Puis, les bruits se firent plus distincts, plus proches. C'étaient des pas. Lents, réguliers, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait à l'étage supérieur. Mon cœur battait la chamade alors que je tentais d'identifier la source de ce bruit. Il n'y avait pas de vent, et les vieilles machines du moulin étaient supposées être inactives depuis des lustres. Pourtant, les grandes pales du moulin commencèrent à tourner doucement, un mouvement hypnotique et déconcertant, comme si une force invisible les manipulait. Le sifflement des pales, qui avait été absent pendant des années, se fit entendre, mélangé au son des pas qui se rapprochaient. Je me glissai jusqu'à la fenêtre pour voir ce qui se passait à l'extérieur. L'obscurité était si dense que je pouvais à peine distinguer les contours des choses, mais une silhouette haute se tenait là, juste en dehors du moulin. Cette silhouette semblait floue, dépourvue de forme précise, comme si elle était une ombre faite de brume noire. Elle se tenait immobile, mais je pouvais sentir ses yeux perçants me scruter à travers les vitres. Je tentais de me convaincre que ce n'était qu'une hallucination causée par la fatigue ou par une lumière étrange jouant des tours à mes yeux. Mais la peur me paralysait, un froid glacial m'enveloppant alors que la silhouette continuait de m'observer, silencieuse et menaçante. Les pas cessèrent soudainement, et le moulin retrouva un silence presque surnaturel, encore plus oppressant. Le malaise croissant me força à quitter la fenêtre pour chercher un refuge plus sûr. Je fouillai le moulin à la recherche de la source de ce bruit incessant, mais rien ne semblait déplacé, rien n'expliquait les bruits que j'avais entendus. Les heures passèrent lentement, chaque minute étant un défi pour mon calme mental. Puis, alors que l'aube commençait à poindre, les bruits cessèrent brusquement. Le moulin retrouva son silence initial, mais quelque chose avait changé. Le sentiment de malaise ne me quittait pas. Les pales du moulin avaient cessé de tourner, et l'air était devenu lourd, comme si la présence invisible qui avait hanté la nuit était toujours là, cachée quelque part dans les ombres. Lorsque je sortis enfin du moulin, les premiers rayons du soleil éclairaient un paysage familier mais désormais étrangement différent. La journée semblait banale, mais je savais que le moulin n'était plus le même pour moi. Et moi non plus. Les ombres du moulin, les bruits étranges, et cette silhouette sombre étaient désormais gravés dans ma mémoire. Le moulin était devenu plus qu'un simple bâtiment abandonné, il était devenu un symbole de terreur et de mystère, un lieu où les limites de la réalité semblaient se brouiller. Depuis cette nuit-là, je ne suis jamais revenu près du moulin. Il est resté là, comme un vestige de quelque chose de plus sombre et d'inexpliqué que je ne pouvais pas comprendre. Et chaque fois que je pense à ce moulin, je me souviens de cette nuit où le silence lui-même semblait vivre, respirer, et où l'obscurité recelait quelque chose de bien plus sinistre que ce que l'œil pouvait percevoir. Le moulin continue de tourner dans les recoins de mon esprit, un éternel souvenir d'une nuit où le normal et le paranormal se sont entremêlés. La cabane dans la forêt. Il y a des endroits dans la vie qui semblent marqués par une malédiction invisible,
des lieux où même les ombres semblent avoir une histoire. La cabane au cœur de la forêt dense autour de notre village était l'un de ces lieux. Sa réputation la précédait, une malédiction ancienne et indéchiffrable, un endroit que l'on évite par instinct, comme on éviterait un serpent venimeux. Mais il y a des moments où la curiosité l'emporte sur la peur, où l'attrait du mystère est trop fort pour résister. Cette nuit-là, la curiosité fut plus forte que tout. Je me souviens du crépuscule tombant lentement, enveloppant la forêt d'une obscurité mourante, presque palpable. Les arbres semblaient se pencher vers moi, leurs branches s'entrelacent comme des doigts crochus. J'avais entendu des histoires sur cette cabane, des histoires que les vieux du village murmuraient avec des voix tremblantes et des regards fuyants. Mais j'étais décidé à voir par moi-même ce qui se cachait derrière ces murs décrépits, à mettre fin à ce mystère qui hantait mes pensées. Lorsque je parvins enfin à la cabane, le silence était oppressant. Il n'y avait pas de bruit d'animaux nocturnes, ni même le chuchotement du vent. Le lieu semblait suspendu dans un temps oublié, un espace où le passé et le présent se confondaient. Les portes en bois, couvertes de moisissures, étaient légèrement entr'ouvertes, comme si elles m'invitaient à entrer. Je pris une profonde inspiration, forçant mes jambes tremblantes à avancer vers l'entrée. À l'intérieur, l'air était dense, chargé d'une atmosphère stagnante, presque tangible. Chaque pas que je faisais résonnait comme un coup dans un cercueil silencieux. Les murs, tapissés de vieux papiers peints décolorés, semblaient se rapprocher de moi à chaque instant, leurs motifs se déformant sous la lueur vacillante de ma lampe de poche. Le sol en bois craquait sous mes pieds, mais je ne pouvais pas m'échapper du sentiment étrange que quelque chose était là avec moi, tapi dans l'obscurité. Je me déplaçai prudemment à travers la pièce principale, cherchant des signes de ce qui avait si longtemps été caché. Puis je l'entendis, des rires, mais ils étaient étrangement distordus, presque comme si plusieurs voix s'entremêlaient pour créer une cacophonie grotesque. Il n'y avait personne, mais le bruit était là, omniprésent. Mon cœur battait à tout rompre, et chaque ombre semblait se mouvoir de manière menaçante. L'air devenait de plus en plus lourd, comme si les murs eux-mêmes s'étaient transformés en une prison vivante. Je tournai la tête, mes yeux scrutant les coins sombres de la pièce, cherchant désespérément une explication rationnelle. Et c'est alors que je le vis, une forme mouvante, floue, surgissant des ténèbres. C'était une ombre haute et déformée, se déplaçant avec une fluidité inquiétante. Ses contours étaient imprécis, mais je pouvais discerner un sourire sinistre, étiré d'une manière qui n'était pas naturelle. Les yeux, s'ils pouvaient être appelés ainsi, étaient des puits de ténèbres, dénués de tout éclat. Mon souffle se coupa. Je voulais fuir, mais mes jambes semblaient clouées au sol. L'ombre s'approchait, et je pouvais sentir une pression glaciale sur ma peau. Soudain, quelque chose d'invisible m'agrippa le bras. Je me tournai brutalement, mais l'ombre était partout autour de moi, comme si elle se déployait pour m'engloutir. Mon esprit était en proie à la terreur pure. Je parvins enfin à bouger, courant à l'extérieur avec une rapidité désespérée. La cabane se refermait sur moi, et je sentais des mains invisibles essayer de me retenir. Je franchis la porte, presque en m'écrasant contre le sol en fuyant. Le monde extérieur, bien que toujours enveloppé d'obscurité, semblait presque lumineux en comparaison. Je regardai en arrière une dernière fois, et ce que je vis me glacera toujours. La silhouette se tenait là, sur le seuil de la cabane, le sourire toujours présent, comme une promesse de ce qui attendait dans l'obscurité. Je rentrai chez moi tremblant, le cœur battant à tout rompre, incapable de fermer l'œil. Depuis cette nuit-là, les cauchemars ne m'ont jamais quitté. Chaque nuit, je me retrouve dans la cabane, incapable de m'échapper des rires déformés et de ce sourire infernal. La cabane dans la forêt continue de m'appeler dans mes rêves, un rappel incessant de la terreur que j'ai rencontrée. Aujourd'hui, je ne vais plus jamais près de la forêt, et je me garde bien de parler de cette nuit aux autres. La cabane est toujours là, cachée dans l'obscurité de la forêt, attendant patiemment le prochain curieux assez imprudent pour défier les ombres qui l'habitent. Je sais maintenant que certains mystères sont mieux laissés non résolus, et que les ténèbres ont parfois des secrets qu'il vaut mieux ne jamais découvrir. Les yeux dans le miroir. Il y a des objets dans une maison qui semblent chargés d'une histoire étrange, des objets que l'on ne peut pas expliquer mais que l'on sent profondément perturbants. L'un de ces objets était un vieux miroir que ma grand-mère tenait caché sous un drap. Il était là, dans le salon, recouvert comme un secret enfoui, et chaque fois que quelqu'un se rapprochait de lui, elle le cachait rapidement, comme si la simple vue de ce miroir pouvait invoquer des forces invisibles et inquiétantes. Ma grand-mère avait toujours insisté sur le fait que ce miroir avait une propriété particulière, qu'il reflétait des choses qui n'appartenaient pas à notre monde. Mais comme souvent avec les histoires effrayantes que l'on entend dans l'enfance, j'avais tendance à les considérer comme des contes destinés à effrayer les enfants. Cependant, le sentiment de mystère entourant ce miroir ne m'a jamais quitté, et chaque fois que je passais devant,
je sentais une présence silencieuse me regarder à travers le tissu du drap. Une nuit d'hiver, lorsque les ombres de la maison étaient plus longues et plus noires que jamais, j'étais seul à la maison. Le vent hurlait à l'extérieur, faisant claquer les fenêtres comme des tambours macabres. En dépit du froid qui régnait à l'extérieur, une chaleur étrange, presque oppressante, s'était installée en moi. Mon esprit, pris dans un tourbillon de curiosité et d'appréhension, me poussait irrésistiblement vers le miroir. Je suis allé dans le salon, la lumière vacillante des bougies projetant des ombres dansantes sur les murs. Avec une hésitation palpable, j'ai soulevé le drap qui couvrait le miroir. Au début, il n'y avait rien d'autre que mon propre reflet, le visage fatigué et pâle d'un jeune homme cherchant des réponses dans le reflet déformé par le temps. Mais cette tranquillité apparente ne dura pas. Les yeux dans le miroir commencèrent à changer. Ils ne m'appartenaient pas, je le savais dès le premier instant. Mon regard se fixa sur un visage étrangement déformé, avec des yeux vides et un sourire étiré jusqu'aux oreilles. C'était un sourire malsain, tordu, comme une caricature du plaisir et de la moquerie. Les yeux semblaient brûler avec une lueur malveillante, me fixant avec une intensité glaçante qui m'immobilisait sur place. J'essayais de détourner le regard, mais quelque chose, une force invisible, me retenait. C'était comme si le miroir avait une emprise sur moi, me forçant à observer ce visage grotesque. La sensation était celle d'être piégé dans une toile d'araignée d'horreur, chaque mouvement que je faisais était étouffé par une pression invisible. Le sourire du reflet se déformait, se répétait dans un cycle de terreur. Lorsque je réussis finalement à me détacher du miroir, mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient. Je recouvris précipitamment le miroir avec le drap, espérant que le simple fait de cacher ce visage grotesque le ferait disparaître de mon esprit. Je fis de mon mieux pour éloigner cette image de mon esprit, mais les images et les sensations ne partaient pas facilement. Les jours suivants furent marqués par une anxiété croissante. Chaque fois que je croisais un miroir, je sentais une présence derrière moi, une pression lourde qui semblait me dire que quelque chose de terrible m'attendait à travers la surface réfléchissante. Les yeux du reflet étaient là, comme une ombre persistante qui n'avait pas voulu me lâcher. Parfois, dans la pénombre de la nuit, lorsque je suis seul avec mes pensées, je ressens encore ces yeux me fixer, les mêmes yeux que j'avais vus dans le miroir. Il semble qu'ils attendent quelque chose que je ne comprends pas encore. Même lorsque je ferme les yeux, leur regard persistant semble me suivre, m'observant à travers les ténèbres. Je ne sais pas ce que le miroir avait capté, ou si quelque chose de plus sinistre se cachait derrière sa surface. Mais je sais que depuis cette nuit, la peur du miroir ne m'a jamais quitté. Chaque fois que je me regarde dans un miroir, je me demande si les yeux que je vois sont vraiment les miens, ou si, quelque part dans les profondeurs du verre, une présence malveillante attend son moment pour revenir. Ainsi, le vieux miroir est resté couvert, un secret encore plus lourd que les draps qui le cachent. Chaque fois que je passe près de lui, je me rappelle cette nuit-là, le reflet sinistre qui hante mes cauchemars, et la terreur indescriptible d'avoir vu, même pour un instant, un regard qui ne m'appartient pas. Le miroir est maintenant un symbole d'une terreur que je préfère ne pas comprendre, une réalité que je ne suis pas prêt à affronter encore une fois.